Aujourd'hui, on se penche sur un sujet particulièrement complexe, la gouvernance des hôpitaux en Belgique. On va voir que pour les administrateurs, c'est un peu comme naviguer en terrain miné. Il ne s'agit pas seulement de bien soigner les gens, il faut aussi survivre dans une jungle réglementaire incroyablement dense. Et pour bien comprendre de quoi on parle, commençons par le plus frappant, les risques. Cette citation met les choses au clair tout de suite. On ne parle pas de petites amendes, on parle de sanctions qui peuvent coûter des millions à l'hôpital, mais aussi d'une responsabilité qui peut toucher les dirigeants sur leur propre patrimoine et même les envoyer au pénal. Les enjeux sont donc colossaux. Alors pourquoi un tel niveau de risque? Eh bien tout simplement parce qu'un hôpital ne répond pas à une seule loi, mais à un véritable labyrinthe de règles. C'est un empilement de textes qui viennent de différents niveaux de pouvoir et qui évoluent sans arrêt. Et pour s'y retrouver dans ce dédale, il y a un concept clé à avoir en tête, la hiérarchie des normes. C'est assez simple à visualiser en fait. Imaginez une pyramide de lois. Une règle qui se trouve à un étage inférieur ne peut jamais contredire une règle d'un étage supérieur. C'est ce principe qui structure tout le cadre légal du secteur de la santé. Et justement, cette pyramide, pour un hôpital belge, elle a 3 grands étages. Tout en haut, on a le droit européen qui fixe les grandes lignes pour tous les pays membres. Juste en dessous, le droit fédéral belge vient appliquer ces règles à l'échelle du pays. Et enfin, tout en bas, on trouve les règles spécifiques aux régions et aux communautés. Un hôpital doit donc en permanence jongler avec ces 3 niveaux de législation. Bon, maintenant qu'on a vu la complexité du cadre, voyons ce que ça signifie concrètement. Quelles sont les obligations qui pèsent sur les hôpitaux? On peut les classer en 4 grandes catégories. D'abord, il y a les obligations organisationnelles. Ça veut dire que la bonne volonté ne suffit pas. L'hôpital est obligé de mettre en place des structures bien définies, des procédures écrites et des mécanismes de contrôle. C'est en quelque sorte le squelette qui doit garantir que les règles sont appliquées au jour le jour. Deuxième point, les obligations documentaires. C'est la fameuse règle d'or. Ce qui n'est pas écrit n'existe pas. Les hôpitaux doivent donc produire, gérer et archiver une montagne de documents. Pourquoi? Pour être capables de prouver à tout moment qu'ils ont bien fait les choses. Sans cette traçabilité, impossible de se défendre. Troisièmement, l'obligation de notifier et de rapporter. Ici, il s'agit d'un devoir de transparence active. L'hôpital doit transmettre certaines informations bien précises aux autorités compétentes, et ce dans des délais souvent très courts. Et là, l'erreur ne pardonne pas. Un oubli ou un simple retard peut suffire à déclencher des sanctions. Et enfin, un pilier absolument essentiel, la formation. La conformité ne peut pas être seulement l'affaire d'un ou 2 directeurs. L'hôpital a l'obligation de s'assurer que l'ensemble du personnel est formé et sensibilisé aux règles qui le concernent. C'est une responsabilité collective. On a vu les obligations, très bien. Mais que se passe-t-il concrètement quand elles ne sont pas respectées? C'est là qu'on entre dans le vif du sujet, les différents niveaux de responsabilité. Il est crucial de comprendre que la responsabilité n'est pas un concept unique. En réalité, elle peut prendre 3 formes très différentes, qui peuvent même se superposer, la responsabilité administrative, la civile et la pénale. Et quand on compare les sanctions, la différence saute aux yeux. D'un côté, la responsabilité administrative va toucher l'institution, ses finances, son droit d'exercer. Mais de l'autre, avec la responsabilité pénale, ça devient personnel. On parle de peine de prison possible pour des individus et d'une marque indélébile pour l'hôpital. Et voici un détail qui change tout et que chaque administrateur doit connaître. La loi prévoit un mécanisme pour limiter la responsabilité financière personnelle des dirigeants. Mais attention, comme le dit cette phrase, ce bouclier de protection saute en cas de faute grave. La protection n'est donc jamais absolue. Alors face à tous ces risques, on comprend vite qu'attendre que les problèmes arrivent n'est pas une option. La seule stratégie qui tienne la route, c'est d'être proactif. Voyons ensemble les bonnes pratiques pour mettre en place une gouvernance solide. En fait, une bonne gouvernance, ça repose sur un cycle continu de 4 étapes. D'abord, une veille réglementaire pour savoir ce qui change. Ensuite, des évaluations régulières pour savoir où on en est vraiment. Puis, des plans d'action clairs pour corriger le tir. Et enfin, une documentation rigoureuse pour pouvoir tout prouver. Et on recommence. À ce stade, on pourrait se dire que tout ça n'est qu'un ensemble de contraintes lourdes et complexes. Mais en réalité, si on prend un peu de recul, on s'aperçoit que toutes ces règles servent un but bien plus grand qui est au cœur de la mission de l'hôpital. Cette citation le résume parfaitement. Le respect des lois n'est pas une fin en soi, c'est le moyen de garantir quelque chose d'essentiel, la qualité et la sécurité des soins pour les patients et la protection de leurs droits. C'est là que tout ce jargon juridique prend un sens profondément humain. Ce qui nous amène à une dernière question pour réfléchir. Au fond, est-ce que cette gouvernance rigoureuse, au-delà de son aspect légal, n'est pas tout simplement le socle sur lequel se construit la confiance entre les hôpitaux et le public? C'est sur cette interrogation que l'on termine cette analyse.